Bonsoir à tous, bienvenue sur i24 News. C'est l'heure de votre journal du sport avec moi sur ce plateau, Lise Barenbaum. Lise, bonjour. Bonjour. Alors, mesdames et messieurs, surtout installez-vous confortablement dans votre canapé. On est parti pour un quart d'heure de bonheur et de bonne humeur. Restez avec nous. Vous n'y prêtez peut-être pas souvent attention et pourtant elles sont incontournables. Les mascottes sont bien présentes lors de tous les grands rendez-vous sportifs internationaux, ambassadrices du sport et représentantes de leur pays. Sous leur costume un peu enfantin parfois, elles ont une réelle signification, reflet de notre époque. Elles incarnent aussi bien le sport que la diversité sociale et culturelle de l'endroit d'où elles viennent. Retour sur 50 ans de mascottes avec vous, Lise Barenbaum, on en parle après. La mascotte de l'Euro 2016 vient d'être dévoilée. Entre Golix, Driblou et Super Victor, c'est le dernier patronyme qui a été choisi par les internautes pour le petit garçon qui accompagnera la compétition sur le territoire français. Avant Super Victor, des dizaines de mascottes se sont succédées dans l'histoire du sport d'un goût plus ou moins heureux. Des créatures sympathiques qui sont censées incarner les grands événements sportifs. La première remontant à la Coupe du Monde 1966 en Angleterre. World Cup Willy était un lion typique du Royaume-Uni, portant un maillot de l'Union Jack. Depuis, chaque mondial a sa propre effigie, souvent destinée à un public jeune, qui se décline pour être vendu comme peluche, image autocollante ou porte-clés. De Juanito, petit garçon portant une tenue mexicaine et un sombrero lors du mondial mexicain de 1970, aux 5 FUA utilisés lors des JO de Pékin en 2008, en passant par Fuleco, le tatou qui a enflammé la dernière Coupe du Monde au Brésil, ces icônes portent haut les caractéristiques de leur pays d'origine. En France, Footix a marqué son époque et inspire les médias. Alors, première épreuve, le cri du Footix. Emblème de la Coupe du Monde 98, ce coq au corps bleu a pris une signification populaire. Il désigne péjorativement une personne autoproclamée fan de football juste après une grande victoire sportive. Mais les mascottes reflètent aussi l'évolution de la société. En 2010, Wenlock et Mandeville sont présentés au public à Londres. L'une est dédiée aux Jeux Olympiques d'été, tandis que l'autre est consacrée aux Jeux Paralympiques. Cette année, toutes les mascottes des précédents Jeux Olympiques se sont réunies pour accueillir les nouvelles arrivantes, les figures des JO de Rio 2016. L'idée d'inviter les mascottes des autres Jeux Olympiques, c'est justement pour créer de l'émotion. Parce que les adultes, les jeunes et particulièrement les enfants sont enchantés de rencontrer ces personnages. Pour les Jeux Paralympiques qui seront organisés dans la foulée, la mascotte est un personnage bleu à la tête couverte de feuilles vertes et jaunes aux couleurs du drapeau brésilien et symbolisant la riche flore du pays. Les deux créatures incarnent toute la diversité du Brésil. Des personnages qui font toujours le bonheur des petits et des grands. Je les trouve trop beaux, ils sont trop mignons. La mission des mascottes dépasse parfois leur seul rôle d'ambassadeur. Les stars des JO d'hiver de Vancouver en 2010 étaient Sumi le grizzly, Miga l'orque et Muc Muc la marmotte. Des espèces en voie de disparition dont l'exposition médiatique a permis la sensibilisation du public. Ces espèces en danger, dont Muc Muc est un exemple très médiatique, nous interpellent sur le fait que certains écosystèmes commencent à se désagréger. Au-delà de leur aspect ludique, ces mascottes marquent les compétitions et les générations qu'elles accompagnent. Souhaitons à Super Victor de lui aussi passer à la postérité. Alors Lise Barenbaum, on vient de le voir dans votre reportage, Footix est très célèbre en France, mais au Paris Saint-Germain, il y a une mascotte aussi un peu spéciale. Oui, au Parc des Princes, Germain le lynx a remplacé Footix et il a pris la même signification. En fait, pour les supporters parisiens, un lynx, c'est un individu qui s'est converti au PSG depuis peu. Alors Germain le lynx, il a été conçu pour un public familial, un public qui est recherché par les nouveaux dirigeants du PSG qui ont commencé à démembrer les tribunes de supporters les plus extrêmes. Donc Germain, c'est une mascotte gentille et inoffensive. Le but, c'est d'élargir la cible marketing à des plus jeunes pour vendre. Le lynx, c'est pas une bête très sympathique. Oui, mais quand on voit la tête de Germain, il fait pas trop peur. Le but, c'est vraiment de vendre à beaucoup de consommateurs jeunes. Alors le choix du lynx, c'est pas justement... de faire peur l'adversaire peut-être quand ils arrivent au parc. Je pense pas que l'OM va avoir très peur de Germain. Et donc le choix justement de ce lynx, ça reste un mystère. Quand on demande aux marketeurs qui l'ont choisi, ils ne justifient pas vraiment. Pourtant, on compare souvent cette mascotte à un personnage de Disney. Et c'est vrai que le PSG a passé un partenariat avec Disneyland pour animer les tribunes. Donc ça pourrait un petit peu l'expliquer. En tout cas, aux États-Unis, les mascottes sont prises très
très au sérieux. Il y a même une controverse qui a éclaté récemment. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, alors aux États-Unis, en fait, beaucoup d'équipes professionnelles et universitaires utilisent des noms de mascottes pour des logos qui font référence aux Indiens d'Amérique, aux Amérindiens. Donc ça signifie le grand âge, la grande tradition sportive de ces équipes. Mais cette tradition de l'utilisation de symboles comme le calumet, les plumes, le totem, elle remonte au 19e siècle et elle est très très mal prise par les Amérindiens qui y voient, je cite, un détournement abusif des images culturelles et des symboles amérindiens. Alors par exemple, l'équipe des Washington Redskins, eh bien, on peut traduire ce nom par les peaux rouges et c'est considéré comme très irrespectueux par cette communauté. Même Barack Obama a suggéré aux dirigeants que l'équipe change de nom. On a une équipe aussi de baseball, les Cleveland Indians, qui ont été qui continuent à utiliser le chef amérindien Wahoo, malgré les polémiques que ça a entraîné, alors qu'il y a d'autres institutions qui décident de continuer à utiliser ces symboles. Par exemple, l'université d'Illinois qui utilise le chef Eli Winnek comme mascotte de sa fac. Eh bien, on va revenir au football avec la récompense individuelle la plus prestigieuse, le Ballon d'Or, qui récompense le footballeur de la saison, le meilleur footballeur de la saison depuis 1956. Mais voilà, depuis 2008, seuls 2 joueurs se partagent le trophée, Léo Messi et Cristiano Ronaldo. Une domination qui exaspère de nombreuses personnalités du monde du football. C'est le mode de scrutin, voire parfois la récompense elle-même, qui est mise en cause. Samuel Calvo et Michael Friedman vous disent tout. Le Ballon d'Or a-t-il perdu tout intérêt ? Cela fait maintenant 6 ans que Léo Messi et Cristiano Ronaldo se partagent le trophée suprême et cette année, il semble encore promis à l'un des deux au détriment de Manuel Neuer. La récompense a acquis ses lettres de noblesse sous les couleurs du magazine France Football lorsque le lauréat a été choisi par un collège de journalistes avec des critères bien définis. Depuis que le Ballon d'Or a été absorbé par la FIFA, le copinage fait souvent partie de l'équation lors du vote. Certains entraîneurs se sont également insurgés contre la remise de ce trophée. En tête de liste, José Mourinho qui accuse la récompense d'encourager l'individualisme plutôt que de favoriser le travail d'équipe. Ce genre de trophée n'est pas bon pour le football. C'est pour ça que je m'en fiche totalement. Parfois on a l'impression que les gens ne cherchent que des stars, des joueurs plus importants que d'autres. Et d'autres personnalités encore du monde du football ont également affiché leur mécontentement sur le processus d'attribution. Michel Platini, triple Ballon d'Or entre 1983 et 85, estime que les critères ne se basent plus suffisamment sur les performances collectives et le palmarès. Plusieurs joueurs mériteraient le Ballon d'Or, mais je suis convaincu que dans une année de Coupe du Monde, ce prix doit aller à un champion du monde. Alors que Manuel Neuer a été la star de la dernière Coupe du Monde et a également remporté la Bundesliga, Ronaldo et Messi semblent pourtant devancer le gardien allemand. Mais est-il invraisemblable de couronner Cristiano Ronaldo ou Léo Messi ? Le premier a remporté la Ligue des Champions et la Coupe d'Espagne et marque des buts à l'appel sur toutes les pelouses d'Europe. Le second n'a rien gagné mais a mené sa sélection nationale en finale de la Coupe du Monde et bat des records toutes les semaines. Si l'un d'eux est sacré le 12 janvier prochain, il sera difficile d'affirmer que cela n'est pas mérité. Le vote pour la récompense suprême fera toujours des mécontents. Si Manuel Neuer n'est pas couronné, que ses supporters se rassurent, le champion du monde, c'est bien lui. Lise Barenbaum, on l'a vu dans le reportage, José Mourinho, on sait qu'il a mauvais caractère, il est contre le Ballon d'Or, mais ce n'est pas le seul. Oui, on a eu droit à un petit festival dans la presse, alors il y en a eu beaucoup d'autres qui se sont insurgés. Franck Leboeuf, champion du monde 98, qui a lâché sur un plateau télé le Ballon d'Or, je le mets à la poubelle. On a aussi Ribéry, nominé 2013 malheureux au Ballon d'Or, qui a déclaré en novembre dernier: est-ce que le Ballon d'Or récompense encore le meilleur joueur ? Je ne pense pas. En 2006, Cannavaro l'avait emporté uniquement parce qu'il était champion du monde. Johan Cruyff a même dit qu'il ne s'agissait que, je cite, d'un montage de journalistes. Quant à Roland Courbis, il déplore le fait que cette année un gardien soit comparé à des joueurs de champ. Pour lui, c'est comme un choix entre un judoka et un golfeur. Il a même dit qu'on devrait rebaptiser le trophée Ballon d'Or Ronaldo ou Messi puisqu'il est toujours attribué au même. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu difficile, d'autant qu'en général, une victoire, c'est une équipe et ça n'est pas simplement un joueur, donc ça fait évidemment beaucoup de jaloux au sein des équipes de foot. On en parle dans la presse, mais peut-être trop peu pendant que les stades se construisent au Qatar. Des centaines d'ouvriers du bâtiment meurent sur les chantiers. Ces migrants arrivent dans l'espoir de gagner un peu d'argent envoyé dans leur pays d'origine, sans penser que Doha sera leur dernière demeure. Les ONG et la FIFA condamnent les pratiques du Qatar, mais l'Émirat continue à exploiter des travailleurs étrangers. Retour en images sur ce drame qui se déroule sous nos yeux. Avec vous, Lise Barenbaum, on en parle après.
Salaire versé avec plusieurs mois de retard, sécurité absente des chantiers de construction, ouvriers tués, logements insalubres, les travaux de préparation du mondial 2022 au Qatar sont abominables. Et les migrants sont malheureusement obligés de s'y soumettre. Je devais nourrir ma famille. J'avais besoin d'argent, donc j'ai bataillé pendant 2 ans et demi. Pendant ce temps, j'ai parfois eu l'impression que j'allais moisir et mourir sur place. Amnesty International, qui alerte régulièrement sur les conditions de travail des employés, déplore l'immobilisme des autorités qataries. Nous avons identifié beaucoup de cas d'habitation en mauvais état et aussi des conditions de travail dangereuses dans plusieurs cas. Nous avons identifié que le refus de renouvellement des cartes d'identité est un gros problème. Acculé, l'Émirat a promis des modifications de son droit du travail dans les mois à venir. Des mesures ont d'ores et déjà été prises pour réduire à 72 heures le délai d'attente pour obtenir un visa de sortie. Les employeurs qui refusent ces visas seront contraints de verser une amende. La construction de logements de bonne qualité a également été annoncée. Mais les associations de défense des droits de l'homme ne sont pas dupes. Ils doivent travailler 18-19 heures par jour, n'ont pas de nourriture et de logement correct. Parfois, ils n'ont pas de logement alors que c'est inscrit dans leur contrat. Par conséquent, leur santé se détériore. Depuis que les travaux ont débuté, des dizaines de travailleurs népalais ont trouvé la mort sur les chantiers dans des conditions proches de l'esclavagisme. En février dernier, l'Inde a aussi dénoncé la mort de 450 de ses ressortissants. Une situation dont la FIFA se sent responsable. Nous avons une part de responsabilité, mais nous pouvons interférer dans les questions relatives aux syndicats ou aux droits des travailleurs. En revanche, ce que nous pouvons faire, c'est utiliser le football pour aider à résoudre ce problème. Pour redorer son image, l'Émirat a même décidé d'organiser une compétition de football réservée à la main-d'œuvre immigrée. Une façon de désamorcer les critiques dont le Qatar fait l'objet. Nous faisons attention à la main-d'œuvre et aux ouvriers parce que ce sont eux qui vont construire les stades et les infrastructures. Nous voulons aussi adresser un message à tous ceux qui sont en dehors du Qatar à travers la main-d'œuvre et les ouvriers. Nous sommes heureux et nous aimons le Qatar. Aujourd'hui, 2 architectes ont décidé de rendre hommage aux ouvriers morts sur les chantiers. Axel de Stampa et Sylvain Macot ont imaginé le projet Qatar World Cup Memorial, une tour évolutive constituée de modules de béton représentant chacun un ouvrier défunt. Plus le nombre d'ouvriers est important, plus la tour prend de la hauteur. Ce bâtiment offre aux familles népalaises, indiennes et d'autres nationalités un lieu de recueillement éloigné des villes et des gratte-ciels du Qatar. 4000 personnes pourraient mourir d'ici le match d'ouverture. La tour atteindrait ainsi 1,5 km de hauteur. Alors Lise Barenbaum, dites-nous-en un peu plus. Quelles sont les conditions dans lesquelles ces ouvriers travaillent ? Alors, il faut savoir qu'il y a 1,5 million d'ouvriers qui ont été recrutés pour ces travaux. Donc, ce sont des hommes qui travaillent parfois sous 50 degrés. On leur refuse l'accès à l'eau potable, bien qu'elle soit gratuite. Ils vivent souvent à 12 par chambre d'hôtel, des chambres sans climatisation ni électricité, ce qui favorise la propagation des maladies. L'hygiène est déplorable, les déchets reposent à ciel ouvert. Il y a des produits de construction qui sont entreposés dehors. On peut aussi leur refuser de la nourriture. Souvent, ils meurent d'attaque cardiaque ou d'insuffisance cardiaque. Bref, c'est du travail forcé et on parle souvent même de prison à ciel ouvert. Comment ces immigrants, ils arrivent là-bas au Qatar ? Alors le voyage depuis le plateau himalayen, puisque c'est souvent de là qu'ils viennent, coûte très très cher. Donc souvent ils doivent s'endetter et pour payer les agences qui sont chargées de leur transfert avec des taux d'intérêt exorbitants. On parle de 36% de taux d'intérêt et sur place ils sont très mal payés, 57 centimes de l'heure, souvent avec plusieurs mois de retard. Les salaires sont retenus pour les empêcher de fuir quand on ne leur confisque pas leur passeport ou leur carte d'identité. Et au niveau légal, ils n'ont absolument aucun recours, ces gens-là ? Alors le problème, c'est leur statut, parce qu'au Qatar, on impose des permis de sortie aux expatriés, ça s'appelle le parrainage. En fait, on interdit aux travailleurs migrants de changer d'emploi ou de quitter le pays sans l'accord de l'employeur. Donc il y a même des ouvriers qui mentent, qui disent qu'ils ont été payés juste pour récupérer leurs papiers et fuir le Qatar. C'est quand même un grand paradoxe, puisque le Qatar investit des milliards pour le mondial, mais ne peut même pas un tout petit peu améliorer la condition de ses travailleurs. Et actuellement, on a quand même plus de 20 personnes chaque
cœur qui arrive pour construire les stades au Qatar, donc il faut vraiment trouver une solution. Alors on parle d'inspecteurs du travail, il y en aurait qui viendraient aujourd'hui pour voir ce qui se passe. Le comble de l'hypocrisie, c'est quand même que le Qatar est signataire de la Convention 29 de l'Organisation internationale du travail qui condamne justement le travail forcé. Oui, ce qui est étonnant, c'est que ça fait quand même de nombreux mois qu'on a dénoncé justement ce problème de travail forcé, d'esclavagisme moderne au Qatar, et que jusqu'à présent, rien n'est encore fait, et que le Qatar continue à signer des compétitions majeures internationales comme les championnats d'athlétisme qui auront lieu en 2019. Merci à vous, Lise Barenbaum. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment demain pour encore plus d'aventures sportives. Si vous désirez nous revoir en attendant, notre site internet et nos réseaux sociaux sont disponibles pour vous 24 heures sur 24. N'oubliez pas, j'adore vous lire. Allez, à bientôt. Prenez soin de vous et restez bien branchés sur notre antenne.